Bonjour à tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais commencer par nous présenter. Alors, moi, Julie Lessard, qui travaille en immigration depuis une vingtaine d'années et qui partage cette passion-là avec Elsa Agostino et Clara Berquet. Mais le plus important aujourd'hui, c'est vous. Alors, on a organisé cet événement-là pour pouvoir répondre à vos questions. 9 mois après la fermeture des frontières, ce qu'on constate de notre côté, c'est que la mobilité globale des travailleurs demeure au cœur des préoccupations des entreprises du Québec. On parle de plus de 100 000 postes à combler encore. On parle des postes dans le secteur manufacturier, mais aussi des postes dans l'économie du savoir, où le talent est la clé pour demeurer compétitif au niveau mondial. Alors aujourd'hui, on fait face à des défis nouveaux. On évolue dans un cadre juridique qui est beaucoup plus strict, qui est parfois difficile à suivre. Et on doit, dans ce cadre-là, planifier les besoins de main-d'œuvre. Et ça devient parfois quasi périlleux, mais c'est encore possible. Il y a une volonté affirmée de la part des différents paliers de gouvernement de préserver quand même l'immigration, qui va être un des outils pour la relève économique à venir. Alors, le recrutement international puis l'immigration permanente demeurent des choses qui sont importantes pour l'économie québécoise et l'économie canadienne. Et on voulait vous entendre aujourd'hui sur vos préoccupations actuelles. On a déjà reçu plusieurs questions avant la présentation d'aujourd'hui. On va les adresser une à une, mais je vous prie de faire suivre vos questions au fur et à mesure aussi. Et on va en traiter le plus possible. Et ceux qu'on n'aura pas le temps de traiter aujourd'hui, on pourra le faire là, par la suite, par courriel ou par téléphone. Alors, je vois déjà une première question qui est intéressante. Est-ce que je peux obtenir un permis de travail même si je n'œuvre pas dans une industrie qui est un secteur de services essentiels? C'est une question qu'on a à peu près tous les jours. Elsa, je pense que je vais te laisser répondre à celle-là. Donc, oui, alors, la réponse, elle est oui. Donc, déjà d'emblée, je peux confirmer qu'il n'y a pas d'arrêt au niveau du traitement des demandes de permis de travail. Donc, ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il y a quand même des petites précisions à faire. C'est plus au niveau, donc, évidemment, des délais de traitement. Il faut savoir que si on se reporte au début de la pandémie, effectivement, c'est pas parce qu'il y avait une politique claire ou précise, une volonté claire qu'il n'y avait plus aucune demande de permis de travail qui allait être traitée. C'était pas ça non plus. C'était plus une question d'adaptation. Donc, les services gouvernementaux, comme n'importe quelle autre industrie, faisaient face à des confinements, donc un arrêt, donc de fermeture de bureaux, puis ça à travers le monde. Donc, c'est vraiment ce qui a causé peut-être une panne au niveau du traitement des dossiers, mais ce n'était pas nécessairement une volonté d'empêcher les travailleurs étrangers de venir au Canada. Donc, tranquillement, au début de la pandémie, ce qu'on a vu, c'est donc le peu de ressources qu'ils avaient. Donc, ils ont mis ça donc IRCC, ont mis ces ressources-là au traitement des demandes de permis de travail pour effectivement les industries dans les domaines essentiels. Petite précision, domaine essentiel au niveau immigration, on parle d'abord et avant tout des industries dans le domaine donc, de tout ce qui est chaîne alimentaire, ainsi qu'au niveau de la santé. Donc, au début de la pandémie, c'était effectivement ce qu'on voyait, c'était le traitement d'abord et avant tout de ces demandes de permis de travail, donc pour ces industries-là. Par la suite, au fur et à mesure que donc il y a eu un déconfinement, une adaptation donc, qui a pu avoir lieu au niveau des employés d'IRCC puis à travers le monde. Il y a eu donc à ce moment-là une reprise graduelle du traitement des dossiers. Donc, on se rappelle, ce n'est pas parce que c'était une volonté d'empêcher qui que ce soit de rentrer au Canada, c'est vraiment plus au niveau de la capacité de traiter ces dossiers-là. Donc, à partir de l'été, on a effectivement commencé à avoir une plus grande reprise au niveau du traitement des dossiers essentiels, donc pour les industries essentielles, tout comme pour les industries qui ne sont pas considérées comme essentielles au niveau immigration. Et à ce moment-là, donc depuis ce temps-là, donc c'est la tendance qu'on voit. Je voudrais préciser que ce qui fait une grande différence, c'est pas tant, oui, au niveau essentiel, puis j'en parlerai plus tard, mais c'est davantage au niveau d'où vient votre candidat. Et c'est là où ça va faire vraiment une grande différence au niveau, pas du fait que est-ce que le dossier va être traité, mais plus au niveau donc de combien de temps est-ce que ça va me prendre pour avoir cet individu-là au Canada.
Donc, il y a certains endroits dans le monde où c'est encore pas mal confiné, les centres de biométrie sont encore fermés. Les centres de visa, donc au niveau pour l'apposition des visas dans les passeports, la transmission des passeports, donc tout ça est encore pas mal fermé, confiné. Donc, c'est clair qu'à ce moment-là, pour ces pays-là, c'est un problème dans la grande majorité des cas. Par contre, dans les pays où il y a eu un déconfinement là, qui a eu lieu, où les services fonctionnent au ralenti, mais fonctionnent. Donc, ce qu'on voit, c'est effectivement un traitement des dossiers. Au niveau de l'Europe, pour vous donner un exemple ou une idée, au niveau des pays d'Europe, ce qu'on voit, c'est que de façon générale, les dossiers continuent à être traités. Petite parenthèse, c'est sûr que, par exemple, on vient de passer à travers une période de 30 jours de confinement en France. Donc, c'est sûr que ça a retardé un petit peu, notamment au niveau de l'impossibilité pour les gens de prendre rendez-vous pour les biométries. Ça a réouvert, donc ce qu'on voit effectivement, donc c'est une reprise graduelle au niveau du traitement de ces dossiers-là. Donc, au niveau de l'Europe, ça va, ils continuent à traiter des dossiers. Au niveau de la grande majorité des pays africains aussi, c'est ce que je note, c'est ce qu'on note, ce que nous notons. Au niveau, donc, un petit peu à travers le monde. Par contre, il y a certains endroits où c'est plus complexe, notamment, je mentionnerai l'Inde. Il y a beaucoup d'entreprises canadiennes, québécoises qui font appel aux services donc, de travailleurs étrangers de l'Inde. Et là, je vous dirais là, que ce n'est pas parce qu'il y a une interdiction de traiter ces permis de travail-là, c'est plus au niveau donc, de toute la capacité de ces gens-là de respecter les formalités. Donc, à ce moment-là, ça devient plus difficile. Au niveau des industries essentielles, je voulais préciser qu'effectivement, il y a quand même une petite différence. Donc, c'est au niveau de la capacité, ou en fait, de notre capacité à demander peut-être un traitement plus accéléré dans le cas des industries essentielles, effectivement. Puis ça, on le voit. Donc, effectivement, depuis le début, mais encore à ce jour, lorsque l'entreprise est dans le domaine agroalimentaire, donc tout ce qui est chaîne alimentaire, dans le domaine de la santé, effectivement, donc à ce moment-là, ce n'est pas les délais de traitement normaux ou les délais qui sont annoncés pour chacun des pays, mais plus des délais qui sont dits accélérés. Donc, à titre d'exemple, si on pense à faire venir des gens pour une industrie alimentaire ou des infirmières, des préposés aux bénéficiaires pour nos hôpitaux qui viennent à peu près de n'importe où. À ce moment-là, il va y avoir vraiment, donc effectivement, des mesures facilitantes pour traiter les dossiers à peu près, je vous dirais, en moyenne, 4 semaines. Sinon, pour le reste, donc c'est un petit peu plus long. J'ajouterais peut-être que la notion de service essentiel, oui, elle est restreinte principalement à l'alimentaire puis à la santé. Par contre, elle peut inclure beaucoup de services qui se greffent à ça. Par exemple, certaines personnes qui vont participer, je ne sais pas moi, à des installations dans les industries de services alimentaires, alors de l'équipement, de la machinerie qui va aller là, même des tablettes de grands magasins, parfois ça peut être considéré comme des services essentiels parce qu'il y a quand même un lien direct avec certaines entreprises essentielles. Donc, il faut élargir ça. Puis Elsa, en fait, tu as répondu à la deuxième question, là, à savoir s'il y avait des délais plus rapides quand même pour les entreprises des services essentiels, et la réponse est oui. Et bon, encore là, la notion de service essentiel va varier d'un pays à l'autre, ça c'est un autre élément important. Exactement. Puis ça, tu me corrigeras si je me trompe, mais dans certains cas, on réussit aussi, puis encore là, ça dépend des pays, à avoir des exemptions des biométries si les centres de biométrie sont fermés et que c'est urgent et que c'est relié aux services essentiels. Exactement, aussi, tout à fait. Et ça, à ce niveau-là, donc lorsque c'est vraiment pour ces entreprises-là dites considérées comme essentielles au niveau immigration, oui, c'est tout à fait possible. C'est possible, en fait, depuis le début. C'était une grande préoccupation que nous avions dès le départ, à savoir, c'est bien beau, donc on nous dit que les gens, pour venir nous aider dans nos hôpitaux, dans nos industries alimentaires, ils vont pouvoir arriver, mais qu'est-ce qui va arriver avec les biométries? Qu'est-ce qui va arriver avec l'envoi de leur passeport au niveau, donc pour la position des visas? Donc, effectivement, dans ces cas-là, c'est possible. IRCC, en fait,
ultimement, tout est possible à partir du moment où il y a une volonté de la part du RCC. Donc, c'est possible. Pour ce qui est des autres industries, c'est là où, écoutez, c'est sûr que ça vaut toujours la peine d'essayer. L'idée, c'est vraiment d'être capable de faire un argument fort au sujet donc de la raison pour laquelle c'est vraiment primordial. Et donc, dans ce sens-là, même des industries qui ne sont pas nécessairement au niveau agroalimentaire ou de la santé, mais je pense par exemple à des entreprises qui œuvrent dans des pour ne pas le nommer, par exemple, au niveau du REM, où c'est des projets de grande envergure, infrastructure. Donc, à ce moment-là, donc on est capable, avec une bonne argumentation, de plaider le caractère urgent et d'avoir ces gens-là. En fait, surtout sur ces éléments-là additionnels, les industries du transport puis des infrastructures essentielles, en théorie, au départ, devait faire partie de la définition restrictive des services essentiels. Dans l'application, ça a été un peu différent, mais aujourd'hui, on voit une possibilité dans ces secteurs-là aussi. Mais la réaction n'est pas pareille en fonction des pays d'origine. Clara, je pense que tu peux prendre la prochaine question. On a répondu aux deux premières déjà. Tout à fait. Donc, la prochaine question que nous avons, c'est sur, grosse question, c'est les membres de la famille. Donc, toujours, ce qu'on nous pose comme question, c'est est-ce que les membres de la famille vont pouvoir venir? Surtout ces temps-ci, les travailleurs ne veulent pas être séparés de leurs membres de la famille. On ne veut pas les laisser à l'étranger. Ça peut prendre plusieurs mois avant qu'on les revoie. La bonne nouvelle, c'est que les membres de la famille peuvent venir au Canada. Malgré les restrictions à la frontière, ce n'est pas juste les travailleurs avec des offres d'emploi. Petite nuance d'ores et déjà apportée. Quand je parle de membres de la famille, on parle du conjoint marié, conjoint de fait ou des enfants. Et on parle de la famille qui va déménager au Canada et venir s'établir au Canada. Donc, les membres de la famille qui veulent rester à l'étranger mais venir pour des visites 2 semaines, 3 semaines, quelques jours, ce n'est pas possible. Également, les membres de la famille élargie, comme les parents, frères et sœurs, ne peuvent pas venir, que ce soit pour des visites ou s'établir au Canada. La famille va devoir, bien entendu, comme avant, obtenir les autorisations nécessaires en matière d'immigration, donc les enfants, des fiches de visiteurs, des permis d'études. Le conjoint, la plupart du temps, va pouvoir obtenir un permis de travail ouvert, le permettant de travailler pour presque tout employeur au Canada. À ces obligations standards normales va s'ajouter par contre une série de mesures liées aux restrictions de voyage et aux fermetures partielles des frontières. Premièrement, par exemple, c'est le fait que c'est seulement pour venir s'établir. Comme je disais, ce n'est pas pour des visites. Deuxièmement, les demandes vont devoir être soumises depuis l'étranger, comme pour le travailleur étranger. Donc, il n'est plus possible, dans la grande majorité des cas, de faire des demandes au point d'entrée, à l'aéroport ou à la frontière terrestre, sauf quelques exceptions pour des personnes venant des États-Unis. La famille, c'est pareil, va devoir faire une demande au consulat. Également, autre élément qu'on voit qui peut être problématique, c'est au niveau des permis de travail pour les conjoints. Récemment, on a vu certains agents à l'aéroport refuser d'émettre les permis de travail malgré que la personne avait eu une demande de permis de travail consulaire approuvée parce qu'ils disaient que le conjoint n'avait pas d'offre d'emploi au Canada et n'avait pas besoin de travailler. À ce moment-là, le conjoint peut venir au Canada quand même, il va pouvoir vivre au Canada, mais il va falloir refaire une nouvelle demande de permis de travail depuis le Canada, ce qui retarde le dossier de 5-6 mois, ce qui peut être problématique si le conjoint comptait travailler rapidement. Et enfin, et dernier, mais le plus important, c'est la question des lettres de réunification familiale, que certains d'entre vous avaient pu entendre parler. Les conjoints et les enfants, même s'ils ont des demandes de permis de travail ou des demandes de permis d'études, visa d'approuver, ne peuvent pas simplement voyager directement au Canada. Ils vont devoir obtenir des autorisations spéciales d'immigration au Canada, qu'on appelle des lettres de réunification familiale, pour surmonter la fermeture des frontières et être autorisés à embarquer et prendre leur avion pour le Canada. Sans ces lettres, il y a un fort risque qu'on leur refuse d'embarquer l'avion, puis donc, de façon concrète, ils seront coincés à l'étranger. Obtenir ces lettres peut prendre quelques semaines, donc il faut compter ce délai dans les préparatifs. Ça se demande une fois la demande consulaire approuvée. Également, ces lettres ne sont valides la plupart du temps que pour 3 mois et un seul voyage.
Donc, si la personne, ça pose la question, bien entendu, c'est très bien, on arrive une première fois au Canada, mais qu'est-ce qui se passe dans un an quand je repars en France, en Inde, en Australie, pour visiter ma famille? Est-ce que la famille, à ce moment-là, a besoin d'obtenir de nouveau des lettres de réunification familiale alors qu'ils sont établis depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans au Canada? Et bien entendu, la réponse, comme beaucoup de choses ces temps-ci, ben, ça dépend de la compagnie aérienne, de la nationalité de la personne, du pays d'origine. Beaucoup de compagnies aériennes exigent que la famille obtienne de nouvelles lettres de réunification familiale, même si la famille est déjà établie et a déjà des permis de travail, permis d'études valides. Donc, on recommande fortement que ces lettres soient demandées, même si ça prend plusieurs semaines. Il faut coordonner ces voyages de façon à pouvoir obtenir ces lettres ou alors être prêt à retarder puis repousser son billet d'avion. Encore plus là avec les voyages des fêtes. Voilà, donc c'est vraiment important à planifier au niveau des voyages des fêtes. C'est que habituellement la personne principale n'aura pas de problème parce qu'ils auront leur emploi qui les attend au Canada, mais les membres de la famille, s'ils n'ont pas cette lettre de réunification familiale, le 3 janvier, 2 janvier, quand ils se présentent à l'aéroport, ben, il y a ce risque malheureusement qu'ils restent à l'aéroport. Mais ça dépend vraiment des pays. On sait par exemple, la France fonctionne quand même plutôt bien et la plupart des compagnies aériennes au départ de la France ne demandent pas ces lettres de réunification familiale. C'est différent dans d'autres pays où ils vont demander les lettres de réunification familiale. Ils vont demander également toute une série de documents additionnels pour démontrer les liens familiaux, certificat de mariage, certificat de naissance. Ils vont également demander les preuves d'emploi au Canada, les preuves que la famille est établie au Canada et les preuves que la famille va s'établir au Canada ou vit de façon indéfinie, permanente au Canada. Donc, lors des déplacements à l'étranger pour la famille, c'est extrêmement important qu'ils soient préparés et qu'ils sachent que ce n'est pas aussi facile que dans l'avant-COVID. Je vois la prochaine question, puis je pense que je vais la prendre. Je l'aime beaucoup, celle-là. C'est une chose avec laquelle j'ai beaucoup travaillé dans les derniers mois. Alors, on nous demande, un de mes travailleurs brésiliens qui est présentement au Canada souhaite retourner au Brésil pour être avec sa famille et travailler à partir du Brésil en télétravail. Est-ce que c'est possible? C'est une question intéressante parce que j'ai eu plusieurs discussions avec des entreprises qui envisagent la notion de télétravail global. Même si en théorie, c'est un concept extrêmement intéressant, le télétravail global, le travailleur nomade, c'est tous des concepts qui semblent simples à première vue, mais ça peut se complexifier. C'est sûr que dans un cas comme celui-là, ben, on n'a plus de problème d'immigration canadienne parce qu'on n'a plus personne en sol canadien. Par contre, si une personne voulait aller au Brésil et qu'il n'était pas brésilien, même en télétravail, la question de l'immigration au Brésil pourrait poser un problème. Puis plus particulièrement avec le Brésil, il y a un problème de droit de travail. Une entreprise canadienne ne peut pas avoir directement sur son payroll un employé brésilien qui est physiquement au Brésil. C'est impossible. Des fois, il y a des avenues à envisager. Est-ce qu'on va créer une entreprise individuelle? Est-ce qu'on va travailler avec une compagnie intermédiaire de payroll? Peut-être, et c'est légal de le faire. Mais on ne peut pas simplement retourner une personne dans son pays d'origine au Brésil puis dire, bon, on va continuer à le payer sur notre payroll puis il n'y aura pas de problème, on va être en infraction des lois de travail au Brésil. Ça aurait pu être aussi des problèmes au niveau fiscal. On voit ça aussi. Si c'était une situation différente, une personne qui veut retourner aux États-Unis, ben là, ça va. On peut conserver un Américain aux États-Unis sur un payroll canadien avec certaines opérations comptables. C'est possible de le faire, puis c'est légal. Au Brésil, on ne peut pas le faire, mais il faut faire attention à ces questions-là. Dans certains pays, on va avoir un problème immédiat de fiscalité parce que la présence d'un employé en sol étranger peut constituer un fardeau ou créer un fardeau fiscal pour l'employeur étranger. Donc, c'est un concept extrêmement intéressant. Puis probablement que les règles vont évoluer, puis peut-être devenir un peu plus ouvertes à ce concept-là. Mais aujourd'hui, on ne peut pas prendre des décisions rapidement sur ce genre de choses-là parce que la question telle qu'elle est posée là, non, c'est pas possible. C'est possible de trouver des solutions, mais c'est pas possible de simplement laisser quelqu'un repartir au Brésil puis le payer à partir d'un payroll canadien. J'aurais peut-être envie de préciser, en fait, pas de préciser, mais de rajouter un élément qui est important, c'est que cet employé-là qui décide de partir au Brésil, éventuellement, son permis de travail va expirer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir vraiment bien prévoir parce que si jamais son permis expire alors qu'il est encore au Brésil,
ça ne sera pas possible de le renouveler. On s'entend, un permis de travail, ça se renouvelle à partir du moment où la personne est au Canada, physiquement au Canada. Donc, c'est peut-être un élément aussi à avoir, à prendre en considération au niveau du timing là, par rapport à le départ et puis le retour. Il va même falloir envisager, est-ce que le permis de travail est encore valide? Parce que si on brise la relation et qu'il se crée sa propre entreprise, probablement pas. Puis il y a d'autres questions qui peuvent se poser aussi. Si on laisse quelqu'un partir en télétravail à l'étranger, qu'on laisse son permis de travail expirer, qu'on ne le renouvelle pas, mais qu'on veut le ramener pour faire de la formation, ben là, on peut avoir un problème aussi parce qu'on n'est pas en situation de formation intra-groupe, on est en situation de formation d'une personne qui est sur notre payroll. Fait que ça peut être difficile de rentrer comme visiteur dans un contexte comme celui-là aussi. Fait qu'il y a plusieurs éléments à regarder. J'espère que les choses vont évoluer puis correspondre davantage à la réalité d'affaires. Puis il y a des pays avec lesquels c'est plus facile, mais on ne pourrait pas aujourd'hui avoir automatiquement une politique globale de télétravail sans se poser ces questions-là pays par pays. Pour le moment, c'est encore comme ça. Puis ça, c'est sans compter là, tous les aspects fiscaux là, avec lesquels il faut travailler aussi. C'est des choses qu'on fait souvent en collaboration avec nos départements de droit du travail puis de droit fiscal aussi. Dans le scénario, cette question, on nous parlait de quelqu'un qui retournait de façon permanente au Brésil, mais même pour des retours de quelques mois, comme on en voit beaucoup ces temps-ci, il peut quand même y avoir des questions, même si parfois l'impact fiscal est moindre. Mais notamment, il y a des cas de figure, si jamais ça arrive, mais il faut mettre fin à l'emploi pendant que la personne est à l'étranger. Il y a toute une série de considérations. On a également vu des scénarios, malheureusement, par exemple, la personne a perdu son passeport à l'étranger, mais dans ce cas-là, revenir au Canada, c'est plus difficile. Il y a eu des frontières fermées soudainement. Dans d'autres pays, ils n'ont pas pu revenir. Ou alors même parfois des personnes qui ont malheureusement eu des conditions médicales ou même la COVID à l'étranger. Donc, il y a une série de considérations à prendre quand on va au-delà du quelques semaines de déplacement. Ouais. Oui, ça, c'est une question intéressante. Je sais que Lara, tu as eu souvent à gérer ce genre de situation-là, fait que je vais te la lancer. Alors, un de mes opérateurs va prendre son 2 semaines de vacances à Noël. Il va partir à l'étranger voir sa famille. Notre compréhension est qu'il doit faire une quarantaine à son retour. Notre politique d'entreprise est qu'il prenne un congé sans solde à son retour pour couvrir la quarantaine, puisqu'il ne pourra pas travailler. Est-ce que la politique est conforme? Intéressant. Grosse question, surtout dans les dernières semaines en préparation de Noël. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec nos clients sur comment bien gérer Noël, qui est toujours beaucoup plus difficile cette année. Il se trouve que dans ce cas-là, la politique n'est pas conforme. Donc, leur politique, c'est que les personnes qui veulent partir en vacances et qui, au retour, doivent bien entendu faire leur quarantaine et ne peuvent pas faire du télétravail, la politique, c'est qu'ils prennent un congé sans solde. C'est quelque chose qui est très répandu pour les travailleurs canadiens, mais qui est malheureusement pas autorisé selon les lois d'immigration pour les travailleurs sous permis de travail fermé. Les travailleurs sous permis de travail fermé doivent être rémunérés un minimum de 30 heures par semaine pendant la période de quarantaine, même s'ils ne sont pas en mesure de travailler. On parle de permis de travail fermé, donc lié à un employeur. Avec, vous allez voir sur le permis de travail fermé, il y est écrit le nom de l'employeur et du poste. Les personnes sous permis de travail ouvert, sous des permis d'études, il n'y a pas de problème, ils peuvent prendre des congés sans solde au besoin pendant la quarantaine. Autre élément à savoir dans ce scénario, c'est que c'est pas juste lors de l'arrivée initiale. Donc là, par exemple, la question, ça se pose beaucoup à Noël. Et même si c'est juste des vacances et que la personne est déjà là depuis 2, 3, 4 ans, il faut quand même les payer pendant la période de quarantaine. Je pense que également, ce qu'on peut souligner sur ces questions-là, qui vient juste d'être clarifié par Immigration Canada, c'est que pendant la quarantaine, la personne peut travailler de la maison si elle fait du télétravail. Cet été, il y avait eu des directives un peu contradictoires à ce sujet-là. Et ça a l'air d'être clarifié que si on peut faire du télétravail, on peut bien entendu travailler pendant la quarantaine et être rémunéré, bien entendu, pendant la quarantaine. À condition que le télétravail, ça soit dans le poste normal, les tâches standards qui avaient été détaillées, décrites dans la demande de permis de travail. Donc là, la question, c'était un des opérateurs. Donc un opérateur ne pourrait pas faire des tâches administratives, par exemple, pendant qu'il est en télétravail.
il faut vraiment qu'il soit conforme à son permis de travail. Une autre question de déménagement que je vois ici. Un de mes employés vient de m'aviser qu'il déménage de Montréal à Québec. Habituellement, c'est le contraire, de Québec vers Montréal. Puisqu'il est en télétravail, le gestionnaire est en accord, mais est-ce qu'on doit faire quelque chose, prendre une action quelconque parce qu'il y a un permis de travail fermé? Elsa, je te laisse cette question. Oui, bien en fait, c'est très intéressant et cette question arrive à point. La question s'est beaucoup posée, évidemment, depuis le jour 1 du début du confinement et cette nouvelle réalité de télétravail, donc de savoir est-ce que quelqu'un qui travaille à partir de la maison et non pas au lieu physique du lieu d'emploi, donc tel qu'indiqué sur le permis de travail, est-ce que ça pose un problème? Depuis le début, notre opinion a toujours été que, à partir du moment où ils sont obligés, on se disait, dans le pire des cas, on va pouvoir l'argumenter en cas d'audit. En fait, tant mieux, récemment, en fait, je crois qu'il y a à peu près 2 semaines de ça, on a reçu donc une confirmation un peu plus claire. Donc, c'est de la part de Service Canada. Mais évidemment, donc pour nous, à partir du moment où Service Canada, qui habituellement sont toujours un petit peu plus stricts avec ces choses-là, donc l'ont confirmé, donc on est en droit de penser qu'effectivement, ça s'applique aussi pour le programme des mobilités internationales, donc avec les permis de travail exemptés d'EMT. Et donc, la confirmation est à l'effet qu'effectivement, quelqu'un qui est en télétravail, qui travaille à Montréal pour un employeur de Montréal, permis de travail Montréal, mais qui demain matin décide de déménager à Québec, à Sherbrooke, en Abitibi-Témiscamingue ou de travailler de son chalet. Donc, effectivement, ça ne pose pas de problème. C'est jugé par Service Canada, selon leurs propres mots, comme un changement administratif mineur. Et donc, dans ce sens-là, c'est tout à fait possible, sans problème, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Par contre, je pense que c'est important de faire une petite nuance par rapport à ça parce que lorsque il y a eu les échanges avec Service Canada, évidemment, on a essayé de pousser un petit peu… aller plus loin. Aller plus loin, exactement. Donc, d'avoir un peu plus d'informations. On comprend donc au niveau de la province, Montréal, Québec, Abitibi, le chalet, ça va, mais qu'est-ce qu'il y en est si jamais c'est pour aller travailler dans une autre province? À ce moment-là, en fait, je dirais que l'interprétation qu'on fait de la réponse ou de la non-réponse ou de la semi-réponse de l'agent, c'est que ça c'est peut-être un peu plus… en fait, c'est pas si clair que ça, en fait, au niveau donc de la réponse. Puis peut-être que ça se comprend à partir du moment où on s'entend qu'une demande de permis de travail pour la province, il y a le processus simplifié, par exemple, qui existe au Québec, qui n'existe pas dans les autres provinces. Ça peut faire une différence au niveau du salaire, un salaire qui est plus élevé ou qui serait requis, plus élevé au niveau de Toronto que Montréal, par exemple. Ou encore au niveau de l'affichage qu'on a fait. Si on affichait un poste pour Montréal, mais qu'on prévoyait qu'effectivement n'importe qui pouvait l'occuper même à partir de Vancouver, peut-être qu'à ce moment-là, ça a faussé les gens qui auraient eu envie de postuler sur le poste. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là que ça pourrait poser problème. Puis comme on dit, donc, la réponse, elle était un petit peu moins claire. Donc, dans un cas comme ça, je pense que ce serait vraiment important peut-être de vraiment devoir de se poser plus de questions, notamment aussi parce qu'il va y avoir d'autres implications autres qu'au niveau immigration. Par exemple, au niveau fiscal, donc au niveau de la résidence, ça peut avoir un impact au niveau fiscal, mais ça peut avoir aussi d'autres conséquences au niveau des normes du droit du travail. Ça peut avoir, donc, puis ça évidemment, donc c'est des choses à vérifier. Les couvertures médicales, souvent c'est un permis du Québec, puis tu vas être couvert en Ontario, ça ne fonctionnera pas. Donc, pratico-pratique, probablement que ça ne fonctionnera pas. Puis on peut envisager dans un avenir à court ou moyen terme que les règles vont devoir être clarifiées aussi, parce qu'on comprend qu'à l'heure actuelle, il y a une ouverture à accepter ce genre de situation-là au Québec.
Mais peut-être qu'il faudra être plus clair un jour dans les affichages comme quoi le télétravail est possible, puis est possible de partout. Parce qu'il y a une grande différence entre recruter pour un endroit précis puis recruter pour des gens qui pourraient travailler n'importe où dans la province. Fait que ça, probablement que ça va être un droit évolutif. Et on va définitivement garder un œil sur tout ça, puis peut-être faire partie de cette évolution-là aussi, poser d'autres questions, essayer des choses. Mais pour l'instant, c'est permis à l'intérieur d'une province. Il faut faire attention aux conséquences humaines qu'il peut avoir avec les autres provinces fiscales, puis couverture médicale, puis un paquet de trucs. Puis en plus, ben là, on sait que le gouvernement est frileux à permettre le changement ou le déménagement de province à province pour l'instant. C'est ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment s'asseoir en tant qu'entreprise, mais aussi avec l'employé, puis de vraiment penser à toutes les conséquences que ça peut avoir, parce que c'est pas juste au niveau comme tel immigration, mais vraiment tout ce qui est autour, et notamment, quelque chose à laquelle je viens de penser. Vous savez, si mon candidat veut éventuellement pouvoir demander la résidence permanente, ben c'est son lieu physique de résidence là, qui va déterminer quel programme il va pouvoir utiliser, sachant que quelqu'un qui travaille pour une entreprise québécoise, mais qui réside en Ontario, ne pourra pas se qualifier sous le PEC, par exemple. Donc, c'est vraiment, il y a plein d'éléments autour de ça qui peuvent avoir des conséquences. Et donc, je pense que c'est vraiment, vraiment important de ne pas prendre une telle décision à la légère. Il y avait d'autres questions. Elsa? Oui. C'est pour les États-Unis, Julie. Okay. J'ai des travailleurs transfrontaliers qui vont aux États-Unis chaque semaine. Nous sommes dans un domaine essentiel et je comprends que nous sommes exemptés de quarantaine. Qu'est-ce que je dois faire à titre d'employeur pour obtenir l'exemption et m'assurer que tout se passe bien lors de leur voyage? Ben, en fait, aux États-Unis, malheureusement, il n'y a pas une règle. Il y a autant de règles qu'il y a d'États. Alors, les règles de quarantaine sont vraiment adoptées État par État. Il y a certains États qui vont accepter les résultats négatifs d'un test de COVID fait dans les 72 ans qui précèdent le voyage et traduit en anglais, évidemment. Il y a d'autres États qui ne l'accepteront pas et qui vont imposer automatiquement une quarantaine. Il faut faire attention, c'est pas du tout automatique parce que c'est des services essentiels. Il faut vraiment regarder les règles État par État. Il y a des endroits où c'est possible, il y a des endroits où les quarantaines sont simplement réduites pour les gens des services essentiels. Et il y a des États où il n'y a juste aucune mesure qui est prise. Il ne faut pas y aller par réflexe parce que si on regarde la Floride, ben la Floride, il n'y a pas de quarantaine. C'est curieux avec le nombre de cas actuels. Donc, il ne faut pas y aller avec les réflexes naturels. Il faut vraiment prendre le temps d'analyser, puis d'analyser le voyage au complet, parce que ce qu'on a souvent aussi, c'est des gens qui vont entrer dans un État, mais qui vont avoir à visiter des clients dans plus qu'un État. Parce que quand on envoie une personne aux États-Unis, on va rentabiliser son séjour. Ben encore là, il peut y avoir des quarantaines entre États. Donc, même si on a déjà fait une quarantaine au cœur d'un premier État, on peut avoir une autre quarantaine à faire si on voyage d'État en État. Puis ça, c'est sans compter la question possible de la quarantaine au retour au Canada aussi. Ouais. Mais pour les États-Unis, c'est vraiment important de planifier le voyage, de faire l'itinéraire, puis de regarder les règles État par État, puis de les re-regarder avant le départ aussi, parce que c'est des choses qui changent extrêmement rapidement. Ben, en effet, quarantaine au Canada également. Donc, on regarde dans les deux pays, indépendamment de leur nationalité, des questions habituelles d'immigration. Donc, un scénario comme ça, une personne qui voyage fréquemment, qui est dans un domaine essentiel, il est fort probable qu'il se qualifie pour une exemption de quarantaine au Canada. La procédure, qui a quand même été clarifiée dans les derniers mois, donc, obtenir une approbation écrite en avance pour une durée fixe, c'est presque impossible à obtenir et n'est pas une réalité pour la plupart des personnes. Les quarantaines au Canada, ça se demande au poste de frontière. Donc, quand on arrive au Canada, c'est l'agent qui va déterminer, basé sur les réponses qu'on va donner à ces questions, puis bien entendu, toute la documentation qu'on amène et qu'on fournit. Récemment, le gouvernement canadien a déployé l'application ArriveCAN, qui avait été testée depuis cet été et qui est maintenant devenue obligatoire depuis le 21 novembre, si je me trompe, pour toute personne volant au Canada, fortement recommandée pour les personnes qui vont rentrer par voiture depuis les États-Unis.
L'application ArriveCAN, ça permet de faire la déclaration douanière. Les travailleurs essentiels vont avoir l'option dans cette application de sélectionner « Je suis un travailleur essentiel et je suis exempté de quarantaine ». Mais ça ne veut pas dire que c'est automatiquement donné et que ça suffit. C'est toujours l'agent à l'arrivée qui a le dernier mot et qui va faire une analyse basée sur les renseignements, les documents qu'on a fournis. Et qui va venir confirmer ce qui a été déclaré dans l'application ArriveCAN. Qu'est-ce que vous devez faire à titre d'employeur? Beaucoup de choses au final quand même au niveau de la gestion des déplacements. Il y a vraiment un rôle accru de la part des gestionnaires puis de la part de l'équipe RH. Tout d'abord, c'est que minimalement au niveau Canada, c'est qu'il faut fournir, et puis au niveau États-Unis aussi, c'est fournir la documentation. Pourquoi est-ce que cet employé va au Canada? Pourquoi rentre au Canada, va aux États-Unis? Pourquoi est-ce que c'est dans un domaine essentiel? Vraiment être précis, expliquer pourquoi ça ne peut pas être fait en télétravail, expliquer l'urgence, pourquoi ça ne peut pas attendre, etc. Faut également bien briefer et préparer vos employés, particulièrement du côté canadien, parce que ultimement, ça va être un face-à-face ou un tête-à-tête avec l'agent à la frontière. Donc, on a déjà vu des scénarios où la documentation était parfaite, mais par contre, l'employé n'avait pas lu la documentation, n'était pas familier, donc il ne pouvait pas, bien entendu, adéquatement répondre aux questions de l'agent et s'est vu imposer une quarantaine. Donc, bien important de briefer puis d'expliquer tout cela à ses employés. Puis, bien entendu, c'est là également où nous, on vient vous aider. C'est de, bien entendu, au-delà de préparer toute la documentation que vous pourriez avoir besoin, c'est d'organiser des appels avec vos employés, avec vos gestionnaires pour qu'ils comprennent exactement ce qu'ils ont le droit de faire, pas faire, ce qu'il faut dire, ne pas dire. Je sais, Clara, que tu as réussi aussi, dans certains cas, des gens qui se voient imposer une quarantaine à l'arrivée, de faire renverser ce genre de décision-là aussi. Donc, en effet, on arrive parfois par des négociations avec l'Agence des services frontaliers, les services à Trudeau, Pearson, à faire retourner les décisions de quarantaine, surtout quand c'est parce qu'on voit quand même que de temps en temps, les agents ont des décisions assez illogiques et non fondées. Après, également, pour la question de contester les quarantaines, c'est quelque chose qui est en voie de développement. Là, comme beaucoup de choses, c'est aussi au niveau juridique. Donc, il y a certaines personnes qui sont en train d'essayer des recours auprès des cours fédérales, qui parfois essayent s'ils ont été sanctionnés, s'ils ont reçu des amendes, de pouvoir contester ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'être développé et qui fait appel en fait à plein de milieux différents, donc avec des solutions qu'on développe avec nos collègues également, selon si ça vient au niveau de contester en amont ou suite à une sanction. Clara, j'aurais envie de, peut-être pour le bénéfice de nos spectateurs. La salle. Qu'est-ce qui arrive avec les gens qui ont à voyager régulièrement, donc qui arrivent une première fois, mais donc des voyageurs fréquents? Est-ce que s'ils sont exemptés une première fois, ils n'auront rien à faire la prochaine fois? Ça aurait été bien. C'était comme ça, mais non. C'est vraiment dû à chaque cas, à chaque voyage, il faut faire la preuve qu'on rencontre les exemptions. Et malheureusement, c'est à chaque fois on tombe sur un agent différent. Donc, de temps en temps, on voit ils ne sont pas toujours d'accord. Donc, pour des cas qui sont peut-être un peu moins clairs et nets, c'est sûr qu'il y a des risques de refus. Également, vu qu'il est extrêmement difficile d'obtenir des autorisations écrites préapprouvées des services, parce que c'est la décision de l'agent qui compte. Et ça, c'est ce qu'on voit également beaucoup, c'est pour les personnes qui ont énormément à voyager, c'est que ça crée quand même beaucoup d'inquiétudes parfois de la part des employés, bien entendu, ainsi que toute une série de problèmes logistiques et pratiques que vous, à titre d'employeur, vous êtes parfois confrontés. Donc, ils ont besoin d'accompagnement, qu'on leur explique, qu'on leur offre un soutien. Puis également, parfois, il y a des séries de questions qui ont été soulevées, comme par exemple, on a eu des travailleurs qui ne pouvaient pas envoyer leurs enfants à la garderie parce qu'ils étaient à l'étranger dans les 14 derniers jours, ou alors des travailleurs dont les conjoints étaient dans des milieux, travaillaient dans le milieu de la santé. Donc là, d'un coup, c'est le conjoint qui ne peut plus travailler. Et également des travailleurs parfois qui vous voulez plus voyager et voulaient être assignés à des projets au Canada parce que il y avait des problèmes logistiques, des inquiétudes, etc. Donc, ce serait important d'accompagner vos travailleurs pour qu'ils se sentent en sécurité afin que vous puissiez continuer à rester une équipe et puis continuer à ce qu'ils
puissent voyager à travers l'Amérique du Nord. Et ça, on parle ici des États-Unis, mais c'est la même chose pour des personnes qui vont dans d'autres pays. Mais par contre, également, parfois, il se trouve que ça soulève des questions de relations de travail, droit du travail. Et dans ce cas-là, on travaille en collaboration avec notre équipe en droit du travail pour essayer de trouver des solutions légales, juridiques s'il y a des problèmes, mais également des solutions pratiques pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent voyager demain, dans une semaine, par exemple. Ouais, ça continue à le faire. C'est une couche qui s'est rajoutée à la complexité de chaque dossier aujourd'hui. Non seulement les processus sont rendus quasi en totalité consulaire, sauf pour nos voisins aux États-Unis, mais en plus, on a ces questions-là qui s'ajoutent. Puis comme Clara mentionnait, j'aimais beaucoup son exemple où si tu es en quarantaine, mais que ton conjoint ou ta conjointe travaille dans le domaine de la santé, bien éventuellement, tu imposes une quarantaine à ta famille aussi. Fait que la décision de l'employeur de un peut avoir une conséquence sur l'employeur de l'autre aussi. Fait qu'il y a beaucoup de ramifications à ces questions-là, qui sont simples à première vue, mais qui ne sont pas si simples que ça dans la réalité. Tout à fait. Je vois, j'ai trouvé une candidate parfaite déjà au Canada. Elle me dit qu'elle peut faire un tour du poteau. Ouais. Pour obtenir son permis de travail rapidement. J'ai peur que cela ne fonctionne pas car la frontière est fermée. Ça, je te laisse celle-là pour avoir vécu beaucoup de choses comme ça. Ouais. Donc, effectivement, le fameux tour du poteau, est-ce possible ou pas? En fait, au début de la pandémie, on avait eu des directives claires de l'Agence des services frontaliers qui disaient noir sur blanc qu'un tour du poteau, donc de tout simplement aller à la frontière pour aller faire renouveler, présenter une demande de renouvellement de permis de travail, ce n'était pas considéré comme un voyage dit essentiel et non discrétionnaire. Donc ça, c'était vraiment donc la position on ne peut plus claire de l'Agence des services frontaliers et d'IRCC. Évidemment, comme tout principe, avec le temps, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que c'est pas tout à fait ça. Ceci étant dit, je ne veux pas que vous pensiez, personne, que c'est vraiment quelque chose de possible dans tous les cas et surtout pas partout. Donc, en pratique, ce qu'on note, c'est qu'il y a quand même une certaine petite ouverture de la part de certains postes frontaliers, de certains agents. Et là encore, ce n'est pas nécessairement tous les agents dans tous les postes frontaliers. C'est pas, donc, il n'y a pas d'uniformité à travers le Canada. On a vu certaines histoires d'horreur, vous ne serez pas surpris, par exemple, en Alberta. Ça a toujours été beaucoup plus sévère. Au niveau du Québec, au niveau de la Colle, au niveau de Pittsburgh, il y a une possibilité. Sauf qu'il faut quand même avoir à l'esprit que ça peut, en fait, il peut y avoir des inconvénients ou des conséquences néfastes là, qui pourraient survenir suite à une telle aventure. Par exemple, évidemment, donc, ça implique que la personne devra soit se faire admettre aux États-Unis ou à tout le moins se faire refuser l'entrée aux États-Unis pour pouvoir ensuite aller du côté canadien. Donc, un refus, même si c'est techniquement pas un vrai refus, un refus technique, mais il n'en demeure pas moins que ça peut être une note qui est mise au dossier donc, de la personne. Puis à ce moment-là, donc, effectivement, Julie, je pense que peut le confirmer, mais ça peut entraîner des problèmes pour la suite, donc pendant toute la vie de cette personne-là, à chaque fois qu'il essaie de rentrer aux États-Unis. Ça veut aussi dire que, bien que ça ait été confirmé que techniquement, quelqu'un qui ne sort pas de sa voiture, qui fait un tour du poteau, qui ne sort pas de sa voiture, n'est pas tenu de faire la quarantaine à son retour au Canada, ben on ne sait jamais. Donc, c'est bien beau de dire qu'il n'est pas sorti de sa voiture, mais vous savez, on arrive au poste frontalier américain, on peut nous demander de sortir de la voiture. Donc, techniquement, on est sorti de la voiture. Puis ensuite, aussi du côté canadien, ben ultimement, ça demeure quand même la décision et à la discrétion de l'agent. Donc, encore là, donc, une conséquence peut-être possible, puis qu'il faut envisager, en plus du fait que, bien évidemment, il faut s'assurer d'y aller pendant les heures où c'est
possible de le faire. Donc, ce n'est pas 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Donc, il y a vraiment donc, des moments très, très précis où on peut le faire. Puis aussi, éventuellement, avec toujours avoir bien en tête qu'il n'y a pas de garantie. Ça se peut très bien que malgré toute cette péripétie, donc la personne ait réussi ou pas à se faire admettre aux États-Unis, ait réussi à aller du côté canadien, mais finalement tomber sur un agent qui, lui, est d'avis que c'est non. Il n'y a pas de tour du poteau, il n'y a pas de possibilité d'émettre un renouvellement de permis de travail à la frontière. Et donc, à ce moment-là, donc une personne qui revient bredouille sans le permis de travail. Si tu avais une situation comme celle-là, Elsa, on a plein de questions qui rentrent. Tu ferais quoi? Si tu ne fais pas le tour du poteau, il y a plusieurs autres options que tu peux offrir. Puis moi, je dirais même que, pour être bien honnête, je ne suis pas nécessairement une partisane d'envoyer les gens faire le tour du poteau parce que dans la grande majorité des cas, il y a moyen, par une demande soumise en ligne, d'arriver à la même fin, c'est-à-dire donc d'avoir un permis de travail rapidement. Parce qu'ultimement, c'est ça le but. Hein? Le but de faire un tour du poteau, c'est dans l'optique, dans l'espoir de pouvoir avoir un permis de travail rapidement pour soit commencer un nouvel emploi avec un nouvel employeur, un nouvel emploi, donc parce qu'il y a un changement de poste, etc. Or, grâce aux différentes politiques qui ont été mises en place depuis le mois de mars par le gouvernement fédéral, donc par IRCC. En fait, il y a une politique du mois de mai, une politique du mois de juillet, une politique du mois d'août, mais essentiellement donc celle du mois de mai. Ce que ça dit concrètement, c'est que dans les cas où il y a un changement d'employeur, un changement de poste, un changement de lieu, donc quelque chose qui nécessite en urgence un nouveau permis de travail, c'est possible à ce moment-là donc d'envoyer une demande de permis de travail en ligne à Edmonton et tout de suite, donc dès que la demande elle est soumise, de transmettre une requête via le web form d'IRCC afin donc d'expliquer la situation. Il y a vraiment donc des textes qu'il faut bien copier-coller, mais bien donc expliquer la situation, faire la preuve effectivement que c'est un réel changement de poste ou un changement d'employeur. Et donc à ce moment-là, de demander à pouvoir bénéficier de cette politique-là. Au niveau des délais de traitement, en fait, il faut savoir que cette politique-là, à la base, c'était pour obtenir une autorisation dans un délai de 10 jours, une autorisation qui permet à la personne donc de commencer à occuper son nouveau poste avec le nouvel employeur ou avec le même employeur. Et ça, au mois de mai, mois de juin, mois de juillet, effectivement, c'est ce qu'on recevait. On recevait ces dites lettres d'autorisation. Le permis de travail n'était pas traité, donc c'était ces lettres d'autorisation. Depuis le mois de juillet, mi-juillet, je dirais, ce qu'on note, c'est qu'à ce moment-là, en fait, IRCC ne procède pas à l'émission des lettres comme telles, mais traite tout de suite la demande de permis de travail, incluant les demandes de permis travail ouvert pour la conjointe, les fiches de visiteur, les permis d'études pour la famille. Donc, du coup, dans le cas d'un changement de poste, dans le cas d'un changement d'employeur, ça peut être effectivement aussi très intéressant de profiter, d'inclure toute la famille, de renouveler en même temps tout le monde. Et donc, effectivement, dans un délai environ de 10 jours, on reçoit donc dans un premier temps la lettre d'approbation donc du permis de travail et par la suite le permis de travail qui arrive dans les jours qui suivent directement à l'adresse mentionnée dans la demande. Donc, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Je dirais même, donc, dans un délai de 10 jours, bon, c'est sûr que parfois, ça dépasse un petit peu. 10-15. Oui. Mais ça arrive même très, très souvent qu'on va déposer la demande et puis dans le 24 heures qui suit, on va recevoir l'approbation, donc la confirmation que la demande a été approuvée. Donc, c'est hyper rapide. Et là, à ce moment-là, on vient de s'éviter tout le tracas de peut-être avoir besoin de louer une voiture, de sortir, de prendre une journée de congé, de sortir les enfants de l'école pour les amener à la frontière, d'aller peut-être se faire refuser l'entrée aux États-Unis, etc., etc. Donc, ça peut être effectivement quelque chose tout à fait, très, très intéressant. Puis, l'autre avantage aussi de la politique du mois de mai, bon, puis les autres, en fait, c'est qu'un tour du poteau, on pourrait le faire éventuellement que lorsque on a notre IMT, par exemple. Donc, on a déjà notre IMT en main, notre CAQ. Là, techniquement, donc, en fait, oui, si on souhaite faire un tour du poteau. Or, avec la politique du mois de mai, ça permet à un candidat. Donc, j'ai un candidat qui
je souhaite, en fait, je vais lui faire une demande de IMT, je suis en train je viens de déposer ma demande de IMT, donc je peux à ce moment-là demander à mon candidat, en fait, qu'il puisse déposer une demande de permis de travail en vertu de cette politique-là, donc qu'il envoie effectivement aussi sa requête via le web form, en mentionnant que c'est pour lui permettre de débuter un nouvel emploi avec un nouvel employeur ou pour un nouveau poste, qu'il y a une demande de IMT CAQ en cours qui a été déposée par l'employeur et à ce moment-là, de pouvoir obtenir la fameuse lettre d'autorisation lui permettant de commencer un nouvel emploi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'aurait même pas pu se faire là, directement par le tour du poteau, puisqu'on s'entend qu'un tour du poteau, bien évidemment, ça me prendrait mon IMT. Donc voilà, donc c'est vraiment, c'est pas nécessairement toujours plus intéressant d'y aller avec un tour du poteau. Actuellement, à cause de ces directives-là qui ont été mises en place, il y a quand même beaucoup de moyens. En fait, évidemment, ce que j'aurais le goût de vous dire, c'est avant de penser nécessairement que c'est le tour du poteau qui est la meilleure façon, peut-être regarder les autres possibilités. Regarder les autres possibilités. Surtout la deuxième, en fait. Puis là c'est une distinction. On ne reçoit évidemment pas le permis de travail avant que le IMT soit approuvé, mais on reçoit la lettre. Exactement. On va essayer de continuer à passer à travers les questions. La prochaine ressemble un peu à celle qu'on a adressée un peu plus haut. Là. Je dois aller aux États-Unis pour rencontrer un client. Est-ce que la frontière est ouverte? Puis est-ce que je dois faire un test COVID? La partie de la quarantaine, on l'a déjà adressée. Aux États-Unis, c'est un peu particulier. Oui, c'est plus ouvert qu'au Canada, dans le sens où une simple rencontre avec un client, même si ce n'est pas urgent, même si ce n'est pas essentiel, c'est possible, mais c'est possible par voie aérienne seulement. Si on veut traverser la frontière terrestre, ben là, ça doit être quelque chose qui est relié aux services essentiels puis qui exige la présence physique. Mais pour aller rencontrer un client, si on est prêt à prendre l'avion, même pour aller à Plattsburgh, on peut. Alors, ça, ce serait possible. Là, on a pourquoi les candidats qui ont une IMT valide et payée ne peuvent pas venir au Canada alors que des PVT avec une promesse d'embauche seulement, oui. Bien, en fait, je pense qu'il faut clarifier ou en distinguer. En réalité, celui qui a, en fait, avec un PVT, c'est qu'il a déjà une lettre d'introduction. Donc, il a une demande approuvée au niveau IRCC. Alors que la personne qui a une IMT approuvée, elle n'a pas. En fait, elle s'est approuvée le IMT par Service Canada, mais pas la demande de permis de travail par IRCC. C'est vraiment là au niveau de la distinction. La personne qui a une demande de IMT approuvée devra, en raison donc de la fermeture de nos frontières, déposer une demande de permis de travail en ligne et éventuellement, lorsque la demande de permis de travail aura été approuvée, elle recevra, comme celui qui a fait sa demande sous PVT, recevra donc la fameuse lettre d'introduction, la lettre d'approbation. Et avec cette lettre-là, donc, il sera effectivement autorisé à voyager au Canada. Et au niveau des PVT, parce que je vois que notamment on a des questions sur est-ce que le programme d'expérience internationale Canada, donc sous lequel le programme PVT tombe, également Jeune Pro et Stage Coop, va réouvrir en janvier 2021. Donc, la personne qui a son PVT avec approuvé, en fait, l'approbation va dater d'avant le mois de mars 2020. Donc, il n'y a eu aucun PVT d'approuvé, sauf quelques exceptions peut-être, depuis mars 2020. Donc, c'est plus qu'ils honorent les PVT approuvés avant le COVID-19. EIC, Expérience internationale Canada, est en effet suspendu à toute fin pratique depuis mars, plus ou moins. Ils ont même fermé récemment. Voilà, c'est ça. Ils ont fermé. Les personnes qui avaient des permis approuvés pouvaient venir s'ils avaient des lettres, des promesses d'embauche, des offres d'emploi au Canada. Au niveau, est-ce qu'on pense que ça va réouvrir en janvier 2021? Ben, pour l'instant, rien d'officiel. Immigration Canada a confirmé que c'est un programme auquel ils tenaient et que dans le futur, ils veulent tout à fait continuer. Après, on ne sait pas du tout si ça va être pour janvier 2021, janvier 2022, juillet 2021. Rien n'a été Moi, je ne mettrais pas. Je doute janvier 2021 parce qu'on est encore en pleine crise. Puis voilà. On n'est pas loin d'un reconfinement du Québec possible. Alors, ce serait… un peu surprenant. Ouais. La plupart des politiques qui ont été assouplies sont plus dans le contexte où il y a des employeurs avec des offres d'emploi précises. Alors,
peut-être plus les jeunes pros que les PVT, à moins qu'il y ait des offres d'emploi puis que ce soit la condition de voyage encore. Mais ça, honnêtement, personne ne le sait, mais mon intuition me dit que ce serait fort peu probable en janvier 2021. Puis que vous auriez avantage, si pour vous c'était un programme qui était important pour faire entrer les talents au Canada, de regarder aussi les autres options qui existent là, pour faire de la planification. Parce que c'est un peu ça la problématique aujourd'hui, c'est qu'on doit planifier sur la base des règles existantes, mais qui pourraient changer. Mais en même temps, il faut faire une planification qui comporte le moins de risques possible. Alors, dans un cas comme celui-là, si on planifie faire venir des gens puis qu'on compte sur la réouverture du programme en janvier, moi, je classerais ça dans la catégorie haut risque. Donc, ça dépend des nerfs que vous avez et des risques que vous êtes prêts à prendre. Il y a une question qui vient de rentrer, en fait, Isabelle. Donc, merci d'avoir mis le nom. Donc, bonjour mesdames. Question liée à un retour au pays, mais dites-moi si c'est trop pointu. Un employé permanent avec permis de travail valide expire en janvier, revient au Canada après plusieurs mois d'arrêt de travail en France pour la période des fêtes, visite de 1 semaine en décembre. Retourne en France après sa visite. Il se fera refuser l'embarquement dans l'avion. Entrée au Canada, merci. Donc là, si je comprends bien, donc c'est quelqu'un qui permanent avec permis en France et revient au Canada pour 1 semaine, si je comprends bien. Il y a un risque. Il y a un risque, c'est ça. En fait, techniquement, donc si on y va vraiment juste by the book au niveau donc c'est quelqu'un qui a un permis de travail, c'est donc techniquement les détenteurs de permis de travail valides qui sont capables de faire la preuve qu'ils ont effectivement donc un emploi ici au Canada. Techniquement, au niveau de l'embarquement, au niveau de l'avion, ils devraient pouvoir être capables de monter à bord de l'avion. Ceci étant dit, c'est sûr qu'après, il y a aussi toute la question aussi à l'aéroport lorsqu'il va arriver, s'il est trop proche de la date d'expiration de son permis de travail, mais ça, c'était déjà le cas, donc ça risque effectivement de poser, pas nécessairement ultimement un problème, mais un questionnement, un challenge par rapport à, est-ce que ça va être renouvelé, est-ce qu'il va partir avant la date d'expiration du permis de travail, etc. Donc, c'est plus au niveau des décrets, les décrets sont clairs. Donc, quelqu'un qui a un permis de travail qui est valide, qui est capable de faire la preuve qu'il a un emploi au Canada, devrait C'est peut-être sur ce point-là qu'il va falloir le préparer, parce que si c'est quelqu'un qui est parti depuis des mois puis qui revient juste 1 semaine au Canada pour un emploi en théorie au Canada, il va falloir expliquer peut-être la source de l'arrêt de travail puis confirmer qu'il y a encore un emploi, parce que ce que ça dit, les politiques, c'est que oui, quelqu'un qui a un permis de travail valide peut revenir dans tant et aussi longtemps que son permis de travail est valide, parce qu'on comprend que si l'emploi n'est plus là, le permis de travail n'est plus valide. C'est ça. Donc, il y a toute la question de vraiment donc le fait que ce soit essentiel qu'il soit ici. Donc, effectivement, quelqu'un qui travaille de l'étranger aussi depuis longtemps, est-ce que le séjour, est-ce que c'est vraiment pour venir travailler physiquement sur place, etc. Donc, c'est vraiment toute une question d'interprétation par rapport donc à l'élément essentiel et non discrétionnaire. Parce que s'il vient ici 1 semaine pendant le temps des fêtes puis que l'entreprise est fermée, voilà. Il faut que ce soit lié, dans le fond, à son permis de travail. Puis s'il arrivait dans le temps des fêtes, mais qu'il reste en janvier, février, mars pour poursuivre son emploi, j'aurais moins de problèmes. Là, j'ai un peu plus de questions. En fait, vous pourrez peut-être nous contacter directement si vous souhaitez aller plus loin, mais j'ai plus de questions sur le contexte, parce que si la personne revient ici 1 semaine, mais que c'est des vacances, c'est pas relié au travail, puis qu'on a un peu de difficulté à prouver que le lien d'emploi au Canada est maintenu, ça peut être problématique. Et il y a la quarantaine. N'oublions pas la quarantaine, comme toujours. Donc, 1 semaine, c'est que l'agent va lui dire qu'il va passer 1 semaine dans sa chambre d'hôtel ou chez lui. Et on a déjà vu des agents également qui ont posé la question combien de temps vous restez au Canada. Donc là, avec une question aussi directe et des forts risques de se voir. C'est pas le meilleur scénario, disons. C'est pas le meilleur scénario. Non, c'est ça. Donc, je pense qu'on arrive à la fin, mais peut-être une dernière question. Si on scrolle plus bas, on peut en prendre une dernière. Ça, tu as déjà répondu, c'est un permis qui peut commencer pour un nouvel employeur. Pour la RAMQ, peut-être que tu peux expliquer ça. Si l'employé veut engager un travailleur qui a un permis fermé avec un autre employeur, il semblerait qu'il peut commencer à travailler pour le nouvel employeur en attendant la réception du permis, comme tu as expliqué un peu.
Qu'est-ce qui se passe avec le numéro de NAS et la RAMQ entre-temps? Bien, le numéro de NAS, il faut savoir que c'est pas lié au fait qu'on travaille pour l'employeur ou pas, qu'on change. C'est vraiment lié à la date de validité du permis de travail. Donc, si le permis de travail est encore valide, bien, le NAS se poursuit. Si jamais c'est qu'on déposait une demande avant la date d'expiration et donc on est en statut implicite, bien, le NAS se poursuit aussi, donc jusqu'à réception donc, du nouveau permis de travail. Et à ce moment-là, donc la personne pourra aller faire la demande pour renouveler le numéro, sachant que ça va être quand même le même numéro, mais c'est juste au niveau du système, donc valider qu'il a un nouveau permis de travail. Au niveau de la Régie de l'assurance maladie du Québec, il faut savoir en fait qu'il y a eu quelque chose qui a été mis en place au courant de l'été, si ma mémoire est bonne, donc qui permettait effectivement aux gens qui faisaient la preuve. Donc, évidemment, ça, c'est pour les gens qui tombent en statut implicite, parce que, encore, là, si c'est juste un changement, mais que le permis de travail est encore valide, ça n'affecte pas la couverture. RAMQ, ouais. Par contre, pour les gens qui tombent en statut implicite, en envoyant la preuve, donc avec l'accusé de réception de la demande soumise avant la date d'expiration, on contacte la Régie de l'assurance maladie du Québec qui nous envoie un formulaire à compléter. On retourne tout ça, puis à ce moment-là, donc il y a une couverture qui se poursuit. Puis ça, c'est vraiment quelque chose actuellement en vigueur en raison de la situation. Parce qu'évidemment, dans le passé, là, on est en statut implicite, on n'avait plus de couverture. Et ce n'est pas automatique, il faut faire, il faut faire les démarches. Il faut contacter. Appeler la RAMQ, obtenir les formulaires à compléter, leur envoyer. Et également, il semblerait que ça ne soit pas automatique, mais qu'habituellement, il faut payer les frais et ensuite la RAMQ nous rembourse. Donc, c'est légèrement différent que du simple fait d'avoir la carte, mais quand même une très bonne décision vu le contexte. Oui, tout à fait. En fait, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais le danger, c'est de ne pas penser à tout, puis de ne pas faire le tour de la question. Puis comme on voit aujourd'hui, des questions, il y en a encore plusieurs. On ne pourra pas faire le tour des questions non plus aujourd'hui, malheureusement. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Mais je pense que le message le plus important, c'est de dire, ben la mobilité, c'est quelque chose qui est important pour nos entreprises, qui est important pour l'économie, qui est important socialement aussi. Puis il y a encore des possibilités. Quand on dit que les frontières sont fermées, mais ils ne sont pas fermés. Il y a des choses encore qu'on peut faire. Il faut juste mieux planifier. Puis plus que jamais, les entreprises doivent être prudentes parce que chaque décision qu'on prend peut avoir un impact important, puis un impact qui peut être encore plus dramatique dans un contexte comme aujourd'hui. Si on sépare une famille dans le contexte actuel, c'est beaucoup plus compliqué que de séparer une famille dans un contexte où ça va être facile de voyager par après. Alors, c'est de vraiment faire une planification complète, puis de regarder tous les aspects d'une mobilité ou d'un voyage d'affaires. C'est le message d'aujourd'hui. On s'excuse, on dépasse de 2 minutes. On va vous laisser aller manger ou continuer à manger. On vous remercie encore pour votre participation. Ça a été intéressant d'avoir plusieurs questions différentes qui nous ont permis de faire le tour de plusieurs sujets. Et encore une fois, on est toutes les trois là, à votre disposition s'il y a des questions qui n'ont pas été adressées et que vous désirez nous contacter directement. Merci. Merci.